8h. Et jusqu'à 9h, la matinale se poursuit. Sébastien Krebs. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez ce matin sur Europe 1. Merci de nous faire confiance. Théo Manval est là pour vous informer. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Tout est plus compliqué à Biarritz qui se réveille, ça y est, transformé en camp retranché. Les périmètres de sécurité du G7 sont entrés en vigueur cette nuit. Un G7 qui évoquera peut-être la catastrophe écologique des incendies en Amazonie, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Mais son homologue brésilien Bolsonaro lui a demandé cette nuit de se mêler de ses affaires. Dans ce journal également, Europe Écologie Les Verts fait sa rentrée et ne cache plus ses ambitions. Pendant que le gouvernement, lui, met un gros coup de rabot sur les aides à la rénovation énergétique. Nous irons aussi en Algérie faire le bilan des 6 mois aujourd'hui de contestation. Et puis sur la route de vos vacances et celle du retour qui s'annonce. À la fin du journal, l'éclairage de Didier François. Le G7 a-t-il encore du poids? Domination des 7 sérieusement remise en cause par les pays émergents. 8h15, nous en parlons avec mon invité politique ce matin, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Europe 1. Des rues désertes, des barrières sur tous les trottoirs. Ce n'est pas la croisette pour le Festival de Cannes, mais bien Biarritz. Ce matin, à la veille de l'ouverture du G7, les mesures de sécurité sont donc entrées en vigueur cette nuit à minuit. Zone bleue, zone rouge, soumise à des contrôles drastiques. Pierre Herbulot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Bonjour Pierre. Bonjour Théo. On a beaucoup parlé ces derniers jours des conséquences à venir pour les habitants. Pierre, vous êtes allé chercher votre pain ce matin en centre-ville. Et rien que ça, je crois, ça relevait déjà de l'aventure. Oui, pour moi et pour la boulangère aussi. C'est avec son badge autour du cou et sa carte d'identité dans la poche que Valérie installe les viennoiseries en vitrine. Son commerce est en zone rouge, la plus sécurisée. Je suis arrivée sur Biarritz vers 6h30. Vraiment, on ne peut pas passer, quoi. Je veux dire, il y avait un tracteur qui passait, moi je suis allée et tout de suite on m'a interpellée de passer par le bon côté. Et donc on regarde vraiment cette carte G7 avec la carte d'identité. Sans ça, on passe pas du tout dans Biarritz. J'ai expérimenté, Théo, ce contrôle, moi aussi ce matin, ces contrôles même, puisqu'il y en a un d'abord pour rentrer en zone bleue, un autre pour la zone rouge. Il faut vous imaginer 2 fourgons de police en travers de la route, avec au moins 6 policiers tout autour, et ça, dans toutes les rues. On m'a même contrôlé une 3e fois, quand j'ai essayé de m'approcher de la plage d'un peu trop près. Là, j'ai dû faire demi-tour, malgré toutes mes accréditations. Ce qui frappe vraiment en plein cœur du centre-ville de Biarritz, c'est ce silence. Aucune voiture ne circule, aucun habitant non plus pour le moment. Un calme qui sera vite brisé par le survol des hélicoptères. Comme sur terre et sur mer, la protection et la surveillance dans les airs est renforcée à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Herbulot, en direct de Biarritz pour Europe 1. Vous parliez sécurisation, Pierre. Eh bien, une partie des 13 000 membres des forces de l'ordre mobilisés sur ce G7 ont prévu de se faire entendre ce soir avec un barbecue de la colère organisé à 18h à l'appel de plusieurs syndicats. Ils veulent alerter sur l'état de fatigue des troupes et sur la vague de suicides qui continue d'endeuiller la police. Dernière en date hier en région parisienne, ce qui porte à 47 le nombre d'agents à s'être donné la mort depuis le début de l'année. Le G7 où il sera aussi question des incendies qui ravagent l'Amazonie, c'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron. Et le drame environnemental est en train de virer à la crise internationale. Notre maison brûle, a tweeté hier soir le président français, appelant à prendre des mesures pour sauver ce poumon qui produit 1/5 de l'oxygène de la planète. Emmanuel Macron veut donc voir le sujet abordé ce week-end lors du G7. Prise d'initiative colonialiste, rétorque Jair Bolsonaro, le chef d'État brésilien qui continue d'accuser contre toute vraisemblance les ONG environnementales d'être à l'origine des feux. Pauline Jacot. Les nuages de fumée sont arrivés jusqu'à Sao Paulo, pourtant situé à des milliers de kilomètres au sud de l'Amazonie. Plus de 70 000 départs de feu ont eu lieu depuis janvier, le double de l'an dernier. Des incendies notamment provoqués par le fait de brûler la forêt pour la transformer en terre d'élevage ou en zone cultivable. En terreau fertile, pour l'économie, c'est toute la stratégie de Jair Bolsonaro, souligne le politologue spécialiste de l'Amérique latine, Gaspar Estrada. Aujourd'hui, le gouvernement de Jair Bolsonaro souhaite favoriser l'exploitation du soja, l'exploitation agricole de manière plus générale, de minerais. Je pense notamment à l'or qui se trouve dans le nord de l'état de Roraima, qui est donc frontalier avec la Guyane française. C'est l'État brésilien qui encourage à ce que cette déforestation ait lieu et c'est ce qui inquiète le monde entier. Accuser les ONG, une diversion de Bolsonaro selon lui, le signe aussi de sa négligence pour l'écologie de son pays. Même les milieux conservateurs proches des lobbies agricoles se sont inquiétés dans un manifeste publié il y a quelques jours au Brésil. Des hommes politiques qui
dénoncent sur l'Amazonie le virage à 180 degrés de leur président, surnommé désormais dans son pays capitaine tronçonneuse. Pauline Jacot. Et par ailleurs, le G7 sera boycotté par une trentaine d'ONG, dont Greenpeace, le Secours catholique ou encore la LPO, qui dénoncent leur mise à l'écart par l'organisation de l'Elysée. Le nombre d'accréditations accordées a notamment été divisé par 4. Europe 1, 8h06. Et ces images préoccupantes venues d'Amazonie les renforcent encore dans leur combat. Les militants d'Europe Écologie Les Verts font leur rentrée politique à Toulouse. Où ils ne cachent plus leurs ambitions nationales pour 2020. Leur parti ne s'est jamais aussi bien porté. Depuis leur score de 13% aux dernières européennes, le nombre d'adhérents a grimpé en flèche. Leur dirigeant Yannick Jadot veut viser haut, mais avec quels alliés, quelle stratégie, comment éviter les sempiternelles divisions? Benjamin Peter est allé à leur rencontre. Un tel engouement, autant de nouveaux adhérents, ça fait longtemps que Denise n'avait pas vécu ça. Pour elle qui milite depuis une trentaine d'années, les 3 millions de voix aux européennes ont rendu crédible le projet des Verts. Alors pourquoi pas gouverner un jour le pays? C'est vraiment un tout. C'est ça, je crois, qu'on a gagné avec cette élection. C'est de montrer qu'on a un vrai projet politique qui est contre le consumérisme, contre le capitalisme. Voilà. Il y a un vrai projet de société et c'est pas de droite comme de gauche. On ne peut pas se l'approprier simplement en ajustant quelques notions sur l'environnement. Jacques a adhéré en 95, lui aussi a connu les hauts et les bas du Parti écologiste. Alors pas question de se laisser griser, il reste très prudent. Il y a quelques années, on nous traitait de Khmer vert. Aujourd'hui, tout ça est dépassé. Les faits nous donnent raison. Il faut qu'on continue à travailler. Pas s'imaginer que parce qu'on a fait 13%, que demain on va arriver au pouvoir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne faut pas s'emballer, il faut rester très modeste. Et tous misent désormais beaucoup sur les municipales pour voir si la tendance se confirme. D'abord, être présent dans les conseils municipaux et agir concrètement, mais aussi pour bénéficier d'un ancrage local essentiel lorsqu'on affiche des ambitions nationales. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1. La suite du journal de Théo Manval avec donc ces changements à venir dans les aides à la rénovation énergétique des logements. C'est aujourd'hui que s'achève la concertation entre le gouvernement et les acteurs du secteur. Concertation pour simplifier à l'avenir le millefeuille jusqu'ici des nombreux dispositifs. À partir du 1er janvier prochain, lorsque vous referez l'isolation de votre maison, vous ne toucherez plus un crédit d'impôt, mais une prime qui sera calculée en fonction de vos revenus. Ça peut paraître plus simple, mot de décant, mais ça cache en fait un vrai coup de rabot sur les montants qui seront versés. C'est une enveloppe qui se réduit comme peau de chagrin. À partir du 1er janvier 2020, c'est toute une frange de la population française qui n'aura plus droit aux aides à la transition énergétique, notamment les Français les plus aisés. Le gouvernement se justifie en expliquant vouloir recentrer son dispositif sur les ménages les plus modestes. Mais en réalité, c'est une réduction drastique du budget, dénonce Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. C'est pas un tout petit coup de rabot. On parle d'1,8 milliard qui était consacré au crédit d'impôt transition énergétique. À l'année prochaine, je sais pas, 400 millions, 300 millions. Donc, vous voyez, on comprend bien qu'il peut y avoir des problèmes budgétaires dans notre pays. Mais à ce moment-là, il faut sans doute essayer d'être peut-être moins ambitieux, peut-être moins moralisateur dans le discours, tant qu'on ne sait pas donner les moyens de nos ambitions. Un coup de rabot qui passe mal auprès des professionnels du secteur. La transition énergétique ne peut se faire sans les Français les plus aisés, car ce sont eux, les propriétaires des logements, enrage un autre acteur de la rénovation énergétique qui dénonce par ailleurs un système d'aide basé sur une multitude de critères et donc encore plus compliqué à comprendre que le précédent. Mode Descamps pour Europe 1. En bref, l'épouse de Carlos Ghosn demande à Emmanuel Macron d'intervenir auprès des dirigeants japonais pour que son mari ait droit, je cite, à un procès équitable. L'ancien patron de Renault-Nissan est toujours assigné à résidence au Japon sous contrôle judiciaire. Dans l'attente de son procès dont on n'a toujours pas la date, il a interdiction d'entrer en contact avec son épouse depuis 140 jours. Et nous prenons à présent la direction de l'Algérie. Cela fait 6 mois aujourd'hui que le mouvement de contestation a commencé. Et ils seront encore nombreux à descendre dans les rues d'Alger tout à l'heure pour le 27e vendredi d'affilée. Depuis le début du mouvement, l'ex-président Bouteflika est parti. Les procès se multiplient à l'encontre d'anciens responsables, mais cela ne suffit pas à calmer la colère. Alors quel bilan fait-on sur place de ces 6 mois de combat politique? La correspondance à Alger de Nour Chahine pour Europe 1. La pelouse du parc a des allures de plage. Alors ça, c'était pas Nour Chahine. On va essayer de retrouver tout de suite Nour. Si on a son reportage, on l'écoute. Au moment où la contestation en Algérie boucle son 6e mois, les procès d'anciens ministres et de hauts cadres de l'État se poursuivent sans relâche. Et c'est justement ce que retient Farouk, 55 ans, qui fait un bilan positif du parcours de la révolution. Par exemple, le 5e mandat a été annulé, le président a démissionné, le peuple manifeste pacifiquement, sans incident, etc. Les ex-responsables politiques rendent des comptes devant la justice. C'est une première en Algérie, c'est-à-dire que les mœurs politiques sont en train de changer. Moins conciliant, les jeunes comme Ragda
cas une étudiante de 22 ans qui perçoit une volonté du pouvoir de déstabiliser la contestation. Je pense qu'il est encore trop tôt pour parler d'acquis. Et ce qu'on attend, c'est bien sûr plus de liberté, puisque depuis plus de 6 mois, on essaie de nous diviser, mais on reste soudés. On leur a bien prouvé notre solidarité et notre refus d'entrer dans une guerre identitaire. Alors, ils veulent organiser des élections plus vite, oui, c'est très bien, mais on ne veut pas d'élections organisées par ce gouvernement. Après des tractations qui ont duré plusieurs mois, le chef de l'État algérien a désigné une instance pour mener un dialogue national. Un panel composé de plusieurs personnalités qui ont eu du mal jusqu'à maintenant à rassembler autour d'un projet de sortie de crise. Nour Chahine, correspondant à Alger pour Europe 1. Cette information de dernière minute en Russie, l'opposant Alexeï Navalny vient d'être libéré ce matin après 30 jours passés en détention. Il avait été arrêté le 24 juillet dernier pour avoir appelé à une manifestation interdite par le Kremlin. Allez, on va terminer ce journal sur la route des vacances, ou plutôt sur la route du retour des vacances, puisque vous serez nombreux aujourd'hui, bison futé, voire rouge dans ce sens des retours. Rouge sur toute une moitié sud, orange pour une moitié nord de Rhône-Alpes jusqu'au nord justement. Demain, ce sera rouge partout, toujours pour les retours. Mais le soleil revient pour adoucir un petit peu cette rentrée qui arrive. On se dirige, Laurent Cabrol nous le disait, vers un très beau week-end, même pour ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Claudia Bertram. La pelouse du parc a des allures de plage. Nisha prend le soleil avec des amis. Cet été, elle n'a pas pu partir en vacances, mais cet après-midi, c'est comme si elle y était. Maillot de bain, petit short, serviette de plage, l'huile pour bronzer, un petit peu d'eau pour se rafraîchir. La totale. Ça permet déjà d'entretenir son teint et franchement le soleil ça aide au moral. Et ça aide aussi pour ceux qui rentrent tout juste de vacances comme Gwen et sa famille. Ces 3 enfants qui jouent dans les fontaines à eau ont déjà oublié que la rentrée approchait. On continue un petit peu les vacances, hein. À défaut d'avoir un joli lagon, on retrouve un petit peu les joies de l'eau avec les enfants. Ils sont en maillot de bain et ils courent partout. Tant qu'ils voient de l'eau, ils s'éclatent pareil. A priori le week-end s'annonce plutôt beau. Ça nous permet d'amorcer doucement la descente vers la reprise du travail tranquillement, d'avoir un peu moins de cafards. Et pour ceux qui ne sont pas encore partis, le soleil rend l'attente un peu moins difficile. Mélissa partira en septembre, elle a passé tout l'été à Paris. La semaine dernière, il faisait un temps pluvieux. Du coup, c'était pas top. Et là, le soleil il est revenu, donc on profite à fond. Les parcs et les piscines, c'est les meilleurs endroits pour profiter. Et pour parfaire le programme, rien de tel qu'une glace ou qu'une crêpe à la buvette du parc.